Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne après cette intervention très intéressante de monsieur le président de CFCM, monsieur Ahmed Ogras. Et comme vous le savez, nous avons un invité de taille, monsieur David Valla. David, certainement, tu as entendu l'intervention de monsieur Ogras. Quel sentiment tu as pu avoir après cette déclaration fort intéressante et surtout cette rencontre du 24 et cette énergie, hein, donc on entend une énergie, une force de rebondir et cette notion d'IRM. Je voudrais m'adresser à M. Ogras en lui disant Tchok Teşekkür ederim. Ça fait plaisir de voir un discours qui tend à se rapprocher de la base parce que finalement c'est de là que viendra la solution. En revanche, je suis un peu plus pessimiste pour le 24 parce que en réalité, là vous allez me confirmer, on est d'accord pour n'être jamais d'accord. Donc c'est une illusion de penser que nous arriverons à créer une instance qui sera représentative de tous les musulmans de France. Mais c'est également une force car il s'agit de faire comprendre à nos concitoyens que cette religion est traversée de mouvements, d'avis différents, des gens qui sont radicaux, d'autres qui ne le sont pas. Certains ont une vision spirituelle de cette religion, d'autres veulent en faire un levier politique, et c'est cette diversité qui fera que nous arriverons à trouver un accord avec cette société. Comme le rappelait M. Ogras, nous en sommes déjà membres. Nous sommes déjà citoyens français. Donc, il serait temps que nous soyons citoyens et que nous puissions assumer notre religion sans que ça ne crée de troubles parmi nos concitoyens qui ne le sont pas, et grand bien leur fasse d'ailleurs. Donc je pense que son initiative est bonne, je suis moins optimiste que lui. Mais bon, comme il disait, Inch'Allah, nous verrons ce qu'il en ressortira. Je crains quand même, d'expérience, je sais bien que les Turcs et les Maghrébins sont sunnites, mais ont des différences qui font que bien souvent, dans les mêmes communes, nous trouvons des mosquées arabes ou maghrébines ou algériennes, et d'autres qui sont organisés par les Turcs. On voit tout de suite la différence quand on rentre dans une mosquée turque et quand on rentre dans une mosquée maghrébine, tant au niveau de l'organisation que du discours qui y est tenu. Donc, je lui souhaite bonne chance à Férim pour cette initiative, mais je suis moins optimiste que lui, s'agissant d'arriver à un résultat qui mettra tout le monde d'accord. Donc ça, c'est un premier point. Parmi les propositions que nous pourrions faire également, il y a un vrai défaut de représentation dans les médias, effectivement. Nous avons toujours affaire aux mêmes personnes, nous avons toujours affaire aux mêmes discours, quasiment. Il y a très peu de débats entre musulmans, organisés par les médias, publics notamment. Il serait temps que nous arrêtions d'opposer un musulman avec des débatteurs, mais que nous proposions à plusieurs musulmans de débattre, de sorte que la société française comprenne que l'islam n'est pas monobloc, que l'immense majorité des musulmans de France sont avant tout citoyens et valident le pacte républicain, et que il y a des zigotos, pour reprendre l'expression de M. Ogras, mais il a raison, il y a des zigotos qui sont là à faire des numéros de claquettes en prétendant parler au nom des musulmans. Le CFCM, j'ai été un peu circonspect, et je le suis encore aujourd'hui, mais ça reste encore la seule représentation des musulmans dont les membres sont élus et non pas désignés. Donc ça, c'est important. Justement, David, on enchaîne d'autres questions par rapport à toi qui sont de taille et qui rentrent aussi dans le cadre de ta spécialité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc, ma première question, on parle souvent de lutte contre la radicalisation.
mais toujours en concentrant les efforts sur les résultats et les conséquences, et jamais sur les sources et les causes du mal. Comment expliquez-vous cela? À mon sens, la déradicalisation, il s'est agi de mettre un mot sur une chose, mais que nous n'avons pas comprise en réalité. Donc, on a utilisé un mot un peu fourre-tout. La déradicalisation, concrètement, c'est une vaste fumisterie en réalité. On ne déradicalise pas quelqu'un qui a validé et qui a franchi le Rubicon, sauf à ce que lui le veuille. En revanche, il est grand temps que nous fassions de la prévention et de la pédagogie sur le sujet, notamment à l'adresse du public concerné, à savoir la jeunesse. Parce qu'en réalité, pourquoi ça fonctionne? Nous avons des gens de culture musulmane, d'autres qui ne le sont pas. Il y a 27% des jeunes partis en Syrie et en Irak qui ne sont pas de culture musulmane. Nous en avons 17% seulement, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sont passés par la case prison, 17% qui étaient issus de milieux très favorisés, 24% parmi les femmes qui étaient des convertis. Donc on voit bien que le seul dénominateur commun de tous ces candidats, c'est la jeunesse. Parce qu'il y a deux choses qu'entendent cette jeunesse. Faut savoir que la propension, la capacité de régénération des sociétés passe par la jeunesse. Les jeunes veulent toujours détruire l'ordre établi. Ils naîtraient au paradis, les jeunes qui voudraient que ça change. C'est comme ça que les sociétés se régénèrent. Donc elles entendent un discours révolutionnaire. C'est ce qui permet la première adhésion. Et quand il ne s'agit pas d'adhésion, il s'agit de récupérer des jeunes en rupture avec la société, avec l'école, avec leur famille, avec leur milieu, et qui trouvent là également un levier extraordinaire de rupture, parce que le salafisme, pour ne nommer que lui, dont est issu le djihadisme, ou dont se réfère le djihadisme, vous met en rupture absolue avec votre milieu social, avec votre milieu professionnel, avec votre milieu familial. Justement, David, c'est une question assez importante qui est en relation bien ce que je viens d'entendre. Existe-t-il ici en France, sur le territoire français, puisque tu es dans le domaine, des mouvements salafistes, islamistes et fondamentalistes, voire parfois takfiristes? Mais évidemment, comment expliquons-nous que des jeunes aient répondu à l'appel? Alors, le coup de force de Daesh, par rapport à Al-Qaïda et d'autres, c'est qu'ils ont annoncé le califat. Quand vous mettez dans la tête des jeunes, c'est un peu l'impasse qui pourquoi n'arrivons-nous pas à faire en sorte que les musulmans sunnites soient tous unis? Parce qu'il n'y a plus de calife. C'est le pape des califes. Le calife, c'est le pape des musulmans. Ils sont orphelins de ça depuis que la Turquie est devenue laïque et que Atatürk a aboli le califat. Donc, pourquoi Daesh a eu un succès supérieur, bien supérieur? Ça n'était pas lié simplement au contrôle du territoire. Al-Qaïda faisait la même chose à Tikrit, dans d'autres endroits en Irak. C'est ce mot califat qui a permis un appel d'air formidable. Tant que nous n'arriverons pas à expliquer aux jeunes que ils ne doivent pas adorer un calife mais Dieu, on n'arrivera pas à les prémunir de cet appel d'air la prochaine fois qu'il sera lancé. Parce que Daesh a disparu, mais le prochain va être encore plus radical et encore plus dangereux. Là, parce que ce qui me surprend dans cette affaire, vous me confirmez comme quoi, sur le territoire, il y a ces mouvements. Mais évidemment. Mais la question qui se pose, pourquoi on les tolère? C'est la question que je me pose aussi. Alors, je crains que on soit tous tétanisés d'une part par l'ignorance du phénomène, en réalité, ses tenants et ses aboutissants, et également ce procès en sorcellerie qui est celui de l'islamophobie. Ce serait islamophobe de fermer une mosquée parce qu'elle tient des discours radicaux. Ce serait islamophobe de poursuivre en justice un imam qui validerait l'apologie du djihadisme. On a également des éléments de discours qui sont fournis par les frères musulmans, qui sont très habiles à produire cette idéologie avec le soft power. On a beaucoup de mal à faire la distinction entre l'islam spirituel et l'islam politique. L'islam spirituel nous dit par exemple que lorsque nous enterrons un défunt, il doit être orienté vers la Mecque. Ça, c'est l'islam spirituel. L'islam politique, c'est d'exiger des carrés musulmans. On bascule déjà dans le politique. Parce que si vous vous inquiétez de savoir pourquoi les musulmans ne doivent pas être enterrés avec des non-musulmans, ça relève de l'apologie de la détestation confessionnelle en réalité. Je rentre pas dans les détails. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Donc, il y a un moment, nos autorités sont tétanisées par le distinguo à faire entre l'islam spirituel qui a toute sa place dans notre pays et l'islam qui sert de levier politique, notamment aux frères musulmans qui ont des représentations, ils se cachent pas, l'UOIF, le CCIF, l'ALAB et compagnie. Nous savons bien
que ce sont des officines des frères musulmans, nous le savons. Donc il y a l'Octrice qui pourrait faire un travail de recherche des financements de ces associations. Il y a également ne pas craindre d'être taxé d'islamophobe quand on condamne certains discours et certains propos, notamment la montée de l'antisémitisme. Il y a un lien flagrant. On importe un conflit qui est celui israélo-palestinien, on l'importe sur notre territoire, on fustige une communauté, la communauté juive, qui pour son ensemble est d'abord citoyenne de ce pays. Donc on crée des amalgames en récupérant, ce que disait Monsieur Laffitte, des désespérances sociales liées à un contexte économique, liées à un contexte politique, liées à un contexte journalistique. On stigmatise bien plus facilement les jeunes de cité que ceux qui habitent le 16e à Paris et qui commettent des délits ou des crimes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une vision globale qu'il faut avoir pour trouver des solutions, mais la déradicalisation, c'est un vaste écran de fumée. En réalité, nous n'en sommes même pas au stade de la prévention. Justement, parce que là, avant que je prenne contact avec notre dernier intervenant, M. Abdelrahman Dahman, qui est l'ancien ex-conseiller de M. le Président de la République, Nicolas Sarkozy. Voilà, donc il y a quelque chose qui m'interpelle en toute sincérité dans cette affaire. On parle des mouvements djihadistes, des mouvements takfiristes, des mouvements salafistes, tout ce que tu es en train de me dire. Il y a aussi, tu as parlé aussi des frères musulmans. Et en même temps, on est en train de subir quelque part. Est-ce que vous ne croyez pas que l'État est en position de faiblesse devant ces mouvements, ou bien il y a une volonté délibérée de vivre ce calvaire? Et c'est le citoyen français qui paye le prix fort. Je prête la présomption d'innocence à nos dirigeants. Je vais pas les accuser d'instrumentaliser ça, parce que on accuse personne, mais on pose la question. Ce serait validé, oui. Quelque part, ce serait validé une espèce de complot qui se tramerait contre la communauté musulmane. Mais je prends des exemples simples. Nous avons par exemple la création de l'Institut de recherche islamique de Château-Chinon en 1989. Est-ce qu'ils sont en capacité de nous sortir la moindre réforme? Non, il y a rien. Donc à un moment, je veux bien que nos politiques soient animés de bonnes intentions, mais il faudrait qu'ils aient un peu l'exigence du résultat dans cette affaire. Merci également à David Voilà d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.